l'acquisition à deux. Et je souhaitais, moi, commencer par vous parler très très brièvement de notre profession, et j'oserais vous dire qu'un bon notaire avant tout est un notaire qui est évidemment un bon juriste, mais surtout un notaire qui sait poser des questions à ses clients, qui s'intéresse à ses clients et qui ne regarde pas sa montre en se disant mon rendez-vous, quand est-ce qu'il se termine? Je vais essayer de savoir un petit peu ce que ces jeunes gens qui viennent me voir veulent faire. Ils décident d'acheter à deux. On va donc préparer un compromis de vente, ou on va éventuellement avoir reçu un compromis d'agence immobilière, et on essaie donc, autant que faire se peut, de savoir si l'achat à deux, 50-50, est judicieux. Et donc pour ça, on s'interroge sur l'origine des fonds. Et on décide donc de voir avec le client cette réalisation de projets communs, et s'assurer surtout que les droits de chacun seront bien préservés, puisque, hélas, et en même temps, tant mieux pour vous, si vous êtes fidèle à notre profession, nous vous suivons du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on anticipe dans notre métier le règlement des successions, parfois et bien souvent les divorces. Nous voyons beaucoup de familles recomposées. Et pour éviter, on se sauvegarde aussi un peu d'avoir des litiges et des situations complètement inextricables en cas de divorce et de succession. Il est intéressant quand même, je pense, de retracer les choses et de retracer bien évidemment l'origine des fonds. Donc c'est pour ça que nous allons aborder aussi les apports respectifs et la contribution financière réelle de chacun, et faire toujours attention, quand un client ne nous dit pas tout, qu'on ne sait pas aller au devant des questions, qu'il n'y ait pas de requalification fiscale qui pourrait être dramatique en termes de droits de donation, si on se rendait compte par exemple que deux personnes complètement étrangères n'ont pas financé une acquisition, et que par conséquent des droits à 60% pourraient être prélevés par le fisc. Donc être protégé aussi en tant qu'acquéreur, ça veut justement dire aussi j'achète, je décide d'avoir un toit, et si je décède, je veux être certaine que les héritiers de mon époux, ou pas, ça peut être un partenaire pacsé, ne me mettent pas dehors quand il va décéder. Donc on essaie d'organiser une transmission des biens en cas de décès, en prévoyant éventuellement un testament, et surtout aussi en conseillant, pourquoi pas, et c'est très souvent le cas, aux clients de se marier, puisque cette valeur fondamentale, qui peut parfois paraître un petit peu ringarde, je suis désolée de le dire, puisqu'il y a un engouement pour le Pacs, je n'ai absolument rien contre le Pacs, mais le mariage reste quand même la protection juridique la plus essentielle pour les couples aujourd'hui. Donc, dans les fameux outils juridiques, on va distinguer, quand quelqu'un vient donc nous voir pour une acquisition, entre les personnes mariées et les époux séparés de biens. Alors, la règle est que quand vous êtes marié sous le régime de la communauté, que madame ou que monsieur ne travaille pas, le bien rentre intégralement dans la communauté, même si les fonds ne proviennent que d'un seul salaire. Alors évidemment, il est toujours intéressant pour nous de poser des petites questions fondamentales également, savoir si les fonds proviennent bien de la communauté et de l'industrie des époux et de leurs gains et salaires. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement réussir à percevoir qu'un des époux a par exemple hérité d'une somme d'argent assez importante. Si cette somme d'argent est supérieure à la moitié du prix d'acquisition du bien, il peut le déclarer, il doit même, c'est un conseil qu'on lui donne, de le déclarer au notaire pour qu'on puisse le mettre donc dans notre acte de vente, et pour que le sort du bien reste propre et ne soit pas commun. Alors on anticipe, c'est juste en cas de divorce, pour pas que derrière on ait des frais de partage de communauté, une fiscalité avec un taux à 2,5 lorsqu'on doit partager le bien. Après, si éventuellement la contribution financière de l'un des époux n'est pas supérieure à la moitié du prix d'acquisition, il est intéressant de tracer et de déclarer l'origine des biens dans l'acte, car c'est une preuve qui est infaillible. Enfin, il ne suffit pas que de le déclarer, il faut évidemment avoir la trace des liquidités. Ça permet, toujours pareil, en cas de succession, de famille recomposée ou pas, de toute façon, de pouvoir, s'il y a un divorce ou une succession, calculer ce qu'on appelle les reprises et récompenses. C'est-à-dire qu'avant de partager un prix de vente entre époux, on va redonner une somme, revalorisée ou pas, à l'époux qui avait pu déclarer qu'il avait cette somme avant le mariage.
En ce qui concerne les époux séparés de biens, c'est beaucoup plus simple. C'est le régime de l'indivision. Les gains et salaires ne tombent pas dans la communauté, puisque par définition, il n'y a pas de communauté. Et si vous financez à hauteur de 80% et que votre épouse finance à hauteur de 20%, ce seront les proportions d'acquisition. Il faut savoir par contre que si vous avez, au tout début de votre mariage, envie de faire plaisir à votre femme et de considérer que vous avez acheté 50-50 et que madame ne finance en réalité pas, et que, bien évidemment, ce n'est pas une obligation, mais éventuellement il peut y avoir un divorce, il est vrai que souvent monsieur qui avait de bonnes intentions auprès de madame au départ se dit finalement j'aurais peut-être pas dû dire qu'elle a financé 50, je vais essayer de récupérer mon argent. Il y a une jurisprudence assez récente de la Cour de cassation qui explique et qui dit clairement qu'à partir du moment où le bien a servi à acquérir une résidence principale, c'est perdu corps et âme pour l'époux qui a malheureusement dû déclarer à tort que son épouse avait contribué à hauteur de 50%. Voilà. Enfin, en ce qui concerne les personnes non mariées, il s'agit des couples pacsés et des concubins. Avant le 1er janvier 2007, les couples pacsés étaient considérés comme acquéreurs indivis. Ils n'avaient pas le même régime de séparation de biens, c'est-à-dire que quand ils achetaient, ça s'apparentait à la communauté, c'était du 50-50. Et il n'y avait pas possibilité de pouvoir récupérer sur l'autre, d'où l'intérêt pour nous en tant que notaire de demander les contrats de Pacs que nous n'aurions pas rédigés et qui se rédigeaient et qui se rédigent toujours, qu'on peut télécharger sur Internet. Internet fait des miracles, mais parfois des catastrophes, et les clauses qu'on peut voir ne sont pas toujours adaptées. Donc, petit rappel, allez voir votre notaire qui vous donnera un conseil gratuit sur le contrat de Pacs. Donc, les couples pacsés maintenant qui décident le régime légal et le régime de la séparation de biens, c'est la même chose. Ils peuvent acheter 80-20 en fonction des vrais apports respectifs de chacun. Et sachez pour la protection, bien évidemment, que maintenant il y a une parfaite égalité fiscalement parlant entre les pacsés et les époux. Si vous n'avez pas oublié de faire un testament, car la plupart des clients que nous voyons en rendez-vous qui sont pacsés sont super fiers d'être pacsés, sauf qu'à chaque fois qu'on leur demande s'ils ont fait un testament, ils nous regardent avec des yeux pas possibles, puisque pour eux, ils ne voient absolument pas le rapport. Donc, être pacsé n'est donc pas être héritier, donc un testament s'impose. Et quand le testament donc, est fait et est possible, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, vous héritez en cas de décès sans payer de droits de succession. Entre les concubins, il y a, quand on ne trace pas l'origine des fonds, une présomption que ça a été acquis moitié-moitié. Et il peut y avoir une requalification fiscale. Par contre, quand les concubins déclarent que finalement, ça n'était pas acheté moitié-moitié, mais que monsieur avait financé 80%, la requalification fiscale est lourde, puisque entre concubins, la fiscalité est de 60%. Alors, nous allons parler brièvement de l'indivision. Donc, l'indivision, c'est en fait un état que vous vivez quand vous achetez tout simplement un bien en pourcentage avec quelqu'un. Vous êtes tous propriétaires indivis d'une quote-part. Le souci, pardon, j'anticipe, c'est le sujet d'Olivier après, le souci de l'indivision est que la règle est l'unanimité. Donc, quand vous ne vous entendez pas, c'est un petit peu le blocus. Alors, pour tout ce qui est acte d'administration, conclusion de baux d'habitation, dépenses d'entretien, la majorité des 2/3 peut être requise. Par contre, pour la vente d'un bien, il faut donc une décision unanime. Et lorsque vous n'arrivez pas, en tant que notaire, à avoir l'unanimité, les époux n'ont pas le choix que donc d'avoir recours à la justice, un avocat, et un juge décidera ou pas de sortir de l'indivision. On parle de l'indivision juste parce qu'il faut que vous ayez en tête que l'achat à deux, ça peut être problématique quand vous décidez d'acheter avec quelqu'un qui n'a que 10%. Bon, après, ça peut être pour plein de raisons philosophiques. Un concubin peut avoir envie de financer 10% et d'avoir l'impression d'être propriétaire, mais il ne faut pas perdre de vue que quand vous ne vous entendez pas, en cas de vente, bien évidemment, c'est plus compliqué. Olivier va vous parler de la société civile immobilière, qui est une possibilité aussi d'acheter un bien immobilier sous forme de société. Voilà, une société civile immobilière, c'est une personne morale dans laquelle au minimum deux, on ne peut pas être un, deux ou plusieurs personnes s'unissent, s'entendent pour acheter un bien immobilier
et le gérer à travers notamment des locations. Cette SCI donc a un patrimoine qui lui est propre, le bien qui va être financé, sachant que ce bien donc n'appartient pas aux associés en direct. Les associés sont titulaires de parts sociales, mais aucunement de l'immeuble. Donc la SCI permet aux époux de séparer de biens, aux partenaires pacsés, aux concubins et toute personne achetant ensemble un bien, d'éviter le régime de l'indivision et ses inconvénients. Pourquoi? Parce que, comme a expliqué Zoll, l'indivision est un statut qui est précaire, c'est-à-dire qu'on peut en sortir à tout moment, et il y a des risques de blocage dans cette indivision, alors que dans une société civile, nous avons des statuts sociaux qui règlent l'ensemble des modalités de fonctionnement en termes de pouvoir, de majorité, qui fait que les règles sont définies à l'avance et dans l'ensemble, ça évite quand même l'inconvénient de l'indivision. Une rédaction habile des statuts de cette société civile immobilière permet donc d'organiser la gestion du bien, ainsi que la protection de l'époux séparé de bien, du partenaire ou du concubin survivant, et de tout co-associé sans nuire aux droits des héritiers. Par exemple, une clause peut prévoir que la société continuera avec le seul associé survivant. Les héritiers de l'associé décédé recevront la valeur correspondante aux parts sociales de ce dernier. Donc il y a un respect en fait d'égalité en valeur. Il y a quand même quelques limites. J'expliquais tout à l'heure que l'immeuble n'appartient pas directement aux associés. La liberté de décision est moins grande. Ils doivent s'entendre pour prendre les décisions selon les majorités requises par les statuts. La mésentente persistante pourrait bloquer le fonctionnement de la société et nuire aux intérêts de tous, sans pour autant qu'il soit aisé de sortir de cette situation. Les associés également doivent accomplir un certain nombre de formalités, notamment lors de la constitution. Nous avons une obligation d'immatriculer la société au registre du commerce et des sociétés. Et tous les ans, nous devons établir un compte de résultat, un bilan et une assemblée générale. Donc, quelquefois, ça peut être un peu lourd, un peu contraignant. À défaut d'établir tous ces documents sociaux, d'établir les assemblées générales, le fisc pourrait requalifier cette société en disant qu'elle n'existe plus, parce qu'il n'y a pas de vie sociale réelle. Sur la fiscalité de l'apport de biens à une société, il faut savoir qu'elle est double. Soit c'est un apport pur et simple, c'est-à-dire qu'on apporte uniquement l'immeuble sans apporter le passif. Là, c'est à titre gratuit. En revanche, si l'emprunt est repris, la fiscalité est plus lourde puisqu'on considère que c'est un apport à titre onéreux, ça coûte 5,8% si c'est de l'habitation. Quant à la plus-value, c'est la société civile donc, qui vend son bien. Donc c'est la société civile qui est taxée en fonction des parts sociales détenues par chacun des associés. Si donc la propriété du bien existe depuis plus de 30 ans, il y a exonération, puisqu'au bout de 30 ans on est exonéré de tout. Et si c'est la résidence principale de l'un des associés, ce dernier est exonéré de plus-value à hauteur des parts qu'il détient dans la société. Sachez également que lorsque l'on fait un apport d'un bien à une société civile immobilière, il convient de purger le droit de préemption urbain de la ville, c'est-à-dire que la ville pourrait, dans certaines hypothèses, se substituer en exerçant le droit de préemption. Il y a un intérêt quand même de cette société civile en cas de transmission, qui est suivant. Quand vous voulez donner un bien immobilier à un de vos enfants, vous allez donner l'appartement ou la maison. Même s'il y a des dettes, théoriquement, l'enfant prend la maison, ne peut pas déduire les dettes de la valeur donnée. Alors que pour la société civile immobilière, c'est complètement différent, puisqu'on donne non pas un immeuble, mais on donne des parts sociales. Donc on donne des parts qui ont une valeur. La valeur de ces parts, c'est l'actif au bilan moins le passif. Donc c'est l'actif net qu'on donne, ce qui fait que ce que l'on donne, on va retirer la valeur de l'emprunt. Ce qui fait qu'en début de prêt, évidemment, l'actif est ridiculement fait, puisque le prêt souvent est à peu près à hauteur de l'actif immobilisé, n'est-ce pas? De ce fait, on va donner, mais il n'y aura aucun droit, puisque la valeur donnée sera la valeur nominale des parts. Donc ça, c'est quand même un intérêt auquel il faut penser en cas de transmission. C'est pour moi l'un des seuls intérêts qui existent par rapport à la SCI, par rapport à la propriété en direct du bien. Je vais vous parler maintenant d'une autre façon de transmettre, c'est ce qu'on appelle la tontine. Vous avez peut-être entendu parler, ou il y a un autre mot qui s'appelle la clause d'accroissement.
Donc la tontine est un acte, une rédaction qui a été créée par le notariat il y a fort longtemps, et qui est la suivante, c'est que on achète un bien à deux, sous la condition suspensive de sa survie et sous la condition résolutoire de son prédécès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète avec quelqu'un, mais on ne connaît pas au moment de l'achat lequel sera définitivement propriétaire du bien. On le saura au dénouement par le décès de l'un des deux acquéreurs. Et c'est le survivant des deux qui sera rétroactivement censé être propriétaire de la totalité du bien. Ça veut dire qu'on a transmis le bien au moment de l'achat, ce qu'on appelle la tontine. Tant préciser que depuis une ordonnance du 10 février 2016, qui s'applique le 1er octobre prochain, il faudra dans ces contrats de tontine prévoir une chose suivante, c'est qu'avec l'ordonnance de 2016, quand il y a une condition suspensive, maintenant, elle n'est plus rétroactive. Sauf si les parties entendent de dire l'inverse. Donc pour que le système de la tontine fonctionne, il faudra impérativement préciser dans l'acte que les parties entendent déroger à cette ordonnance pour que la condition suspensive devienne rétroactive. C'est-à-dire qu'on puisse considérer que la personne est bien propriétaire depuis le départ. Ça, c'est une information qui est importante à avoir au fond du crâne. En ce qui concerne la fiscalité au moment du décès, la fiscalité est la suivante. Cette opération donne lieu au paiement de droits de mutation, donc 5,8, si la valeur totale du bien n'excède pas 76 000 € et s'il constitue la résidence principale du couple. Toutefois, la loi donne la possibilité aux survivants d'opter pour le régime des droits de mutation à titre gratuit. Il y a un intérêt pour les gens qui sont mariés ou pacsés, puisque la loi TEPA de 2007 a exonéré de droits de succession les concubins et les partenaires. Donc dans cette hypothèse, il n'y a pas de droit à payer. Si maintenant la valeur du bien excède 76 000 € ou si elle ne constitue pas la résidence principale, le survivant est redevable des droits de mutation à titre gratuit. Donc pour les conjoints et les pacsés, rien à payer. Par contre, si vous êtes concubin, vous payez 60% à l'État. Ça fait cher. D'où l'intérêt de se paxer. Les limites de la tontine. Il convient de respecter l'aléa. L'aléa, c'est le fait que, en fait, on ne peut pas dire au départ lequel des deux va mourir le premier. Si vous faites un contrat de tontine avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous ou qui est malade, il n'y a plus d'aléa, il y a donc remise en cause du contrat de tontine. D'autre part, si les acquéreurs tontiniers ne s'entendent plus, on ne pourra pas supprimer la tontine sans l'accord des deux. Ce n'est pas possible. Vous allez voir un juge, il vous dira je ne peux pas parce que ce n'est plus en indivision. La tontine est exclusive de l'indivision. De ce fait, s'il y a mésentente, on ne peut pas, sauf accord des deux, supprimer la tontine. Donc il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, si on est d'accord, une fois, c'est la vente du bien. Donc il faut bien s'entendre avec son partenaire tontinier pendant toute la vie de la tontine. C'est le conseil. Ou le tuer éventuellement, mais ça ne peut pas marcher. Enfin, on y a tous pensé, mais... Je veux vous parler d'un autre aménagement possible dans les acquisitions, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Alors, il faut... Pardon ? Ah non, vas-y. Vous voulez pas ? Si, c'était, tu sais, on croisait. Non, vas-y, continue, c'est pas grave. Alors, le démembrement, si vous voulez, c'est une modalité pratique d'achat. Quand on dit je suis propriétaire d'un bien, j'ai deux attributs. Premièrement, le droit de vendre le bien, de l'aliéner. C'est ce qu'on appelle la nue propriété. Le deuxième attribut, c'est l'usufruit, usus fructus en latin. C'est le droit d'usage du bien, le droit d'y vivre, et le droit au revenu, donc c'est notamment le droit de louer par bail et d'encaisser les loyers. Donc quand on est propriétaire, on a tout ça. Maintenant, ce qu'on fait quelquefois, c'est qu'on démembre. L'un va acheter la nue propriété et l'autre l'usufruit. C'est-à-dire que l'usufruit pourra vivre dans la maison, la louer, le nu propriétaire ne pourra y rentrer que si l'usufruitier soit lui consent un bail, soit l'autorise courtoisement à venir le visiter. C'est ça, nu propriétaire. Alors, il y a un intérêt quelquefois d'opérer ce démembrement lors de l'achat, c'est que dans certaines situations de famille, mettons le père ou la mère d'un enfant n'a pas trop de moyens financiers, néanmoins ils conviennent tous les deux d'acheter un bien immobilier, la maman va acheter l'usufruit selon son âge, donc si cette personne, mettons, a 72 ans, elle va payer son usufruit 30%, donc elle va payer 30% du prix du bien. Et le fils, lui, qui a un peu plus de revenus, il
va dire, bien moi j'achète la nue propriété, c'est-à-dire 70%. Ce qui fait que la maman peut vivre dans cette maison tranquillement en n'ayant payé que 30%. Donc c'est quand même, je trouve, un très bon montage. Je précise également que c'est l'usufruitier qui paye la taxe foncière, la taxe d'habitation, les dépenses courantes. Et s'il est à l'ISF, c'est l'usufruitier qui déclare la maison pour la pleine propriété à l'ISF. Donc le nu propriétaire, lui, s'il a d'autres biens immobiliers, ne déclare pas sa maison dont il est nu propriétaire pour l'ISF. Voyez ? S'il y a des gros travaux, théoriquement, c'est plutôt le nu propriétaire, en principe. Et je me permets, mais l'intérêt également étant que le bien acheté par l'usufruitier, les 30%, ne sont pas dans sa succession en cas de décès, puisqu'en cas de décès de l'usufruitier, l'usufruit tombe, et ça revient gracieusement au nu propriétaire. Donc évidemment, il n'y a pas de frais de transmission d'actes, puisqu'on n'a pas à faire une attestation immobilière, et il n'y a absolument pas de frais fiscaux non plus de ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Il faut juste après respecter le jeu, c'est-à-dire que le nu propriétaire n'habite pas dans la maison, que ça soit vraiment l'usufruitier, que ça ne soit pas un montage fiscal limite de l'abus de droit, et que donc l'usufruitier vive dans les lieux où éventuellement perçoivent les loyers en cas de location. Je te relaisse la parole. Merci. Maintenant, je vais vous parler d'une technique un peu compliquée qui s'appelle le démembrement croisé de propriété. Donc là, c'est un peu compliqué. Ça ne s'adresse que pour les parts sociales de sociétés civiles immobilières. Vous ne pouvez pas le faire directement sur un bien immobilier. L'opération consiste de la manière suivante. Nous sommes deux associés dans une société civile immobilière. Il y a 100 parts. Associé A, 50 parts, numéroté 1 à 50. Associé B, 50 parts, numéroté 51 à 100. Ils souscrivent, ils mettent l'argent, le capital, et on leur donne ces parts. Tout va bien. Deuxième étape, c'est là où ça se corse. L'associé A, comme j'expliquais, il a les parts 1 à 50, va donner... il cède, pardon. Attendez, où est-ce que j'ai mis ça? C'est ça. L'associé A, les parts 1 à 25, va céder l'usufruit à l'autre associé qui s'appelle B, égal à la nue propriété, puisqu'il n'a plus l'usufruit. Sur les autres parts 26 à 50, notre associé A va céder la nue propriété à B et il va garder l'usufruit. L'associé B, il a 50 parts, numérotées 51 à 100. Il va céder à son associé A l'usufruit des parts 51 à 75, tout ça c'est croisé. Et il va également céder à l'associé A la nue propriété des parts 76 à 100. Si B décède, que se passe-t-il? Eh bien, sur l'associé A, sur les parts 1 à 25, comme on avait vu tout à l'heure que notre associé avait gardé la nue propriété, qu'il avait transmis à B l'usufruit, l'usufruit va tomber automatiquement et sera même sur la nue propriété de A, ce qui fait qu'il est propriétaire des parts 1 à 25. Les parts 26 à 50, notre associé A va conserver son usufruit, parce qu'il est toujours en vie. Les parts 51 à 75, monsieur B avait donné l'usufruit à A, ce qui fait que A, il a l'usufruit, ça ne bouge pas. Et sur les parts 76 à 100, notre associé B avait transmis la nue propriété à A, qui va remettre son usufruit, ce qui fait qu'il devient pleinement propriétaire. Voilà, ce qui fait que A reste dans la maison, enfin, via la SCI, sans avoir à payer un centime, il n'y a pas de succession, tout ça, ça se fait automatiquement, aucun frais lorsque l'usufruit se réunit à la nue propriété. Donc c'est un montage qui est pas mal, il est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais ça se fait. Ensuite, je crois que c'est à toi. Oui. Nous allons passer donc au mode de financement. Il y a plusieurs façons de financer l'acquisition à deux, notamment l'emprunt, et on va voir les différents types de prêts. Donc, vous pouvez très bien être co-emprunteur quand vous décidez d'acheter à deux. Bien évidemment, vous êtes solidaire. Vous pouvez aussi décider d'acheter seul, mais pour autant avoir besoin des revenus de l'autre.
qui ne sera pas sur le titre de propriété, parce que vous pouvez très bien être co-emprunteur et pour autant ne pas être propriétaire du bien. Donc il y a une dette, en fait, une reconnaissance de dette qui s'établit, et c'est vrai qu'en général, les gens qui financent à deux aiment plutôt être sur le titre de propriété. Donc après, vous pouvez donc, évidemment aller voir une banque, il n'y a pas le choix, puisque à part évidemment un prêt familial qu'on abordera tout à l'heure, si ça peut paraître, c'est pas très compliqué d'aller voir une banque, c'est fastidieux parfois avec tout le montage de dossiers, et c'est vrai qu'aujourd'hui les taux d'intérêt baissent énormément. Donc on a un peu envie d'aller voir la concurrence, et avoir des rendez-vous, c'est pas toujours évident, et il y a quand même un timing à respecter quand vous signez avec un professionnel, puisque l'offre de prêt doit être émise dans un certain délai, puisqu'en général, quand vous signez un compromis, vous essayez de signer dans les 2-3 mois après la vente définitive. Donc, si vous ne souhaitiez pas faire les démarches vous-même, et il faut parfois dire que parfois il est intéressant d'aller voir la concurrence, vous pouvez avoir recours à un courtier. Donc, qui dit courtier dit paiement évidemment de la prestation du courtier, mais le courtier peut vous obtenir des taux très intéressants, et puis ça peut vous aider aussi éventuellement pour aller voir après votre banque avec un taux bien affiché, ce qui évite de pleurer pour essayer d'obtenir le même taux auprès de sa banque. Alors, il y a plusieurs types de prêts. Vous avez donc des prêts à taux zéro. Tout le monde ne peut pas avoir un prêt à taux zéro. Les conditions du prêt à taux zéro sont liées notamment aux ressources. Et pour les premiers primo-accédants, et pour les logements, la construction de maisons ou l'acquisition de logements neufs. Vous pouvez aussi bénéficier d'un prêt patronal, ce qu'on appelle communément le 1% logement. Donc c'est pour les acquéreurs qui sont salariés dans le secteur privé. Alors juste pour avoir en plus eu un dossier il y a 3 semaines, on va dire, qui ne s'est pas régularisé, faute de 3 semaines de retard parce que l'acquéreur n'avait pas eu son prêt patronal. La démarche doit être très active du fait de l'acquéreur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment envoyer les papiers rapidement à l'organisme qui vous prête le 1% patronal, parce que souvent c'est beaucoup plus long à obtenir que les prêts bancaires. Donc ça peut faire un peu capoter une situation. En général, on a l'accord, mais ça peut faire un petit peu reculer la date, et on est dans une situation assez dramatique quand tout est prévu, surtout quand il y a des ventes en chaîne. Vous avez aussi... Oui, alors, Maître Gaillard me redit en effet que le prêt patronal se déclenche une fois qu'on a le prêt principal. Donc si en plus on tarde à aller voir les banques pour le prêt principal, évidemment on ne respecte pas les dates. Le prêt à l'accession sociale ou prêt conventionné, ce sont des aides qui sont spécifiques et destinées aux foyers modestes. Donc c'est aussi un type de prêt. Et Olivier, tu voulais nous parler, je crois, aussi du prêt in fine. On en parle tout de suite, oui, ou après, enfin, comme... Alors, le prêt in fine est une modalité de financement qui peut être intéressante pour un investisseur, dans le sens où vous allez acheter un bien immobilier dédié à la location. Vous avez une somme d'argent assez coquette sur votre compte bancaire. Mettons, on va dire 200 000 pour un bien que vous achetez 200. Ce que vous allez faire, vous allez donc demander à votre banquier un prêt pour lequel vous n'allez rembourser le capital qu'à l'issue du prêt. Mettons, vous faites un prêt de 4 ans, 5 ans, vous ne payez pas le capital, vous ne payez que les intérêts. Et au bout de 5 ans, vous allez rembourser. Vous allez donc, pour garantir ce remboursement et garantir à la banque, adosser sur un contrat d'assurance vie une somme d'argent, mettons 120 000 euros, 150, qui sera nantie au profit de la banque, et dans 5 ans, ou dans 6 ans, eh bien, cette somme d'argent va permettre de payer tout ou partie du prêt. L'intérêt du prêt in fine, c'est le suivant, c'est que vous allez donc avoir des revenus fonciers qui vont permettre de payer les intérêts, et le contrat d'assurance vie va être adossé sur un fonds. Jusqu'alors, les fonds euros rapportaient un petit peu, là beaucoup moins maintenant, mais le taux bancaire, ce sera un taux variable, taux Euribor 3 mois généralement, actuellement il est en négatif. Donc vous êtes forcément gagnant, puisque l'intérêt produit par l'assurance vie étant supérieur à l'Euribor 3 mois plus la commission à la marge de la banque, eh bien vous avez un bénéfice annuel. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire, par rapport aux différents types de prêts, n'hésitez pas toujours à venir nous voir pour savoir exactement calculer les quotes-parts d'acquisition. Olivier vous parlera tout à l'heure de la traçabilité des fonds.
Alors, vous êtes tout à fait capable et à même, j'imagine, de faire de bons calculs mathématiques, mais il y a vraiment parfois des erreurs d'aiguillage, on va dire. C'est-à-dire que quand on vous calcule la quote-part d'acquisition en fonction de votre possibilité de remboursement, parfois on arrive à une somme qui dit que madame va rembourser 70, monsieur 30. Et pour autant, le notaire a calculé que le prêt était bien remboursé 50-50 par les deux. Et souvent, le client retient, tiens, moi j'ai acheté 70, donc finalement le prêt on l'avait fait à deux, ben, je vais rembourser 70 du prêt et moi 30. Non, enfin, dans les quotes-parts d'acquisition, n'oubliez pas, soit vous décidez d'emprunter, d'acheter 70-30, vous empruntez 70-30 et vous remboursez 70-30, soit dans toute cette quote-part qu'on a pu vous calculer, vous pouvez très bien rembourser le prêt à hauteur de 50-50. Et en fait, ce qui détermine le différentiel entre 70 et 30, ça sera juste votre apport personnel qui sera supérieur. Mais surtout, revoyez bien ça avec votre notaire. Alors, si vous mourrez à deux ou l'un après l'autre, mais que tout va bien, pas de problème. Si vous ne divorcez jamais, c'est pareil, pas de souci. Mais après, quand vous arrivez et qu'il faut faire les calculs et que c'est un peu le bazar parce que vous n'avez pas respecté le mode d'emploi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça a l'air tout simple, mais franchement, on refait souvent les chiffres et ça peut être un casse-tête et vous pouvez y perdre de l'argent. Donc de la même façon, quand vous n'obtenez pas de prêt bancaire, vous pouvez avoir des parents qui ont économisé toute une vie, qui ont de l'argent à vous prêter. Et donc, vous avez recours au prêt familial. Reconnaissance de dette, c'est toujours mieux que vous déclarez à l'enregistrement pour pas que ça soit qualifié comme une donation, donc qu'on soit bien dans une requalification, enfin une qualification de prêt familial. J'aurais tendance plutôt, et non pas pour défendre notre profession, mais il faut bien le dire, nous sommes les hommes des contrats, donc nous rédigeons et nous vous posons toutes les questions nécessaires, et notamment en cas de reconnaissance de dette. Que se passe-t-il en cas de décès? Qui rembourse? Les héritiers? Les modalités de remboursement, combien d'échéances? À tempérament, par anticipation? Y a-t-il un taux d'intérêt? Souvent, les parents veulent faire plaisir, donc il y a un tableau d'amortissement qui est fait, qui n'est pas respecté. Alors, quand tout va bien, je suis désolée, pas de problème. Sauf qu'à un moment donné, ce prêt, s'il est remboursé par des époux mariés communs en bien, et que vous décidez, en cas de divorce de ces jeunes époux, de laisser la somme d'argent où vous n'aviez déjà pas demandé le remboursement, il n'y a plus de traces. Enfin, c'est-à-dire que après, si vous avez voulu donner à votre fille, quand la vente de la maison se fait, si le gendre a remboursé une partie des fonds, il faudra qu'il retienne une partie des fonds également en cas de distribution du prix de vente. Donc il faut faire attention parce que souvent les gens font leur petite cuisine en se disant on va surtout rien dire au notaire parce que homme de loi, il va nous dénoncer, il va nous dire que c'est pas bien. Alors on est là pour vous dire que c'est pas bien, bien évidemment, mais on n'a pas des œillères, on n'est pas complètement fermé et on a surtout très souvent des méthodes tout à fait légales qui vous font gagner énormément d'argent, mine de rien. Et je vous dis, il faut un petit peu essayer d'évacuer les idées reçues que vous pourriez avoir et vraiment venir nous consulter pour avoir ce type de conseils. Enfin, donation de somme d'argent. Donc, soit vous avez emprunté à vos parents, vous décidez de ne pas rembourser d'un commun accord avec vos parents. Et là, on va dire pour pas que la donation, enfin la somme d'argent soit considérée acquise pour votre gendre, vous pouvez transformer ce prêt en donation de somme d'argent. Donc après, évidemment, soit vous faites des déclarations de dons manuels qui sont gratuites. La gratuité, on n'a rien contre puisqu'on donne des conseils gratuits, mais la gratuité, c'est pas de conseils, pas d'actes. Donc parfois, ça peut être compliqué puisque si vous donnez une somme d'argent en don manuel à tous vos enfants en cas de décès, brièvement, on vous rappelle qu'on doit ramener ce à quoi ça a servi. Donc il y a des différences de valeur. Donc j'aurais tendance à vous dire, bien évidemment, faites une donation de somme d'argent, une donation partage pour ne pas avoir à réévaluer et à figer la valeur de la somme d'argent qui a pu être donnée. Et puis utiliser les abattements qui existent encore aujourd'hui, l'abattement dit Sarkozy, dont Stéphanie vous parlait tout à l'heure, les 31 865 € par parent, par enfant, usés, abusés, enfin tous les 15 ans c'est tout, plafonnés, ils se collent aussi aux abattements généraux. Donc ça peut être aussi une façon de le déclarer, surtout aussi dans l'acte quand les gens viennent nous voir. Quand on déclare l'origine des fonds, c'est un moyen de preuve. Les époux peuvent être mariés sous la communauté, comme je vous le disais tout à l'heure. On déclare, nous notaires dans l'acte, d'où viennent les fonds.
d'une somme d'argent, d'un don manuel ou d'un don notaire. Voilà. Et j'ai encore oublié de faire défiler les aides familiales, le prêt, les donations, les précautions à prendre en cas de décès ou de séparation. Olivier va nous en parler. Donc j'avais une remarque encore à faire que j'ai oublié de vous donner tout à l'heure sur les sociétés civiles immobilières. Quand vous achetez un bien par une société civile immobilière qui ne sera jamais louée, par exemple votre résidence principale, avec prêt, mettons, vous allez tous les mois rembourser la banque. Vous payez la taxe foncière, taxe d'habitation, les travaux, les améliorations, tout ça. C'est vous qui allez faire, en fait, qui avez alimenté la trésorerie de la société civile, parce qu'elle n'a pas de revenus. Donc, à chaque fois que vous allez mettre de l'argent, vous allez créer un compte courant d'associé au passif du bilan au nom de l'associé. Et au bout de 10 ans, votre compte courant, il va passer allègrement les 100 000 euros, voire plus. Il faut savoir que ce compte courant, c'est une créance que vous avez sur la société, donc qui se déclare pour les successions, dans la déclaration de succession, et ça se déclare à l'ISF. Bon. Mais la question, c'est pas le fait d'avoir une créance, c'est comment on va se défaire de cette créance. Bien souvent, on se retrouve avec des sociétés au décès, des tas de créances qui vont coûter une fortune aux héritiers. En plus, du vivant de l'associé, il va vouloir récupérer sa mise, mais il ne pourra pas, puisqu'en face, il n'y aura rien sur le compte bancaire. Donc c'est en fait de la trésorerie totalement captive. Je vous dis ça pour vous faire comprendre, il n'y a aucun intérêt à créer une société civile immobilière qui n'a pas de revenus. Voilà, je voulais vous faire comprendre. Pour revenir au dernier point sur prévoir les règles de transmission en cas de décès, alors ça c'est évidemment, on réinsiste une fois, mais on l'a déjà dit, que les concubins payent 60% de droits. Donc il faut évidemment trouver une astuce, notamment les démembrements croisés pour qu'il n'y ait plus de droits payés. Et on rappelle que les partenaires dans le cadre du PACS ne sont pas héritiers, donc il faut impérativement aller voir un notaire pour rédiger son testament. Donc préciser que s'il y a des enfants dans le cadre du partenariat, la vocation libérale au profit du partenaire sera beaucoup moindre que s'il n'y a pas d'enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont droit à la réserve d'ordre public, en droit français en tout cas, qui est de moitié lorsqu'il y a un enfant. Donc l'enfant ne peut pas avoir moins de la moitié, donc on ne peut pas transmettre plus de la moitié à son partenaire. S'il y a 2 enfants, la partie qu'on peut transmettre au partenaire, c'est 1/3, pas plus. Et s'il y a 4 enfants ou plus, c'est 1/4 et pas plus. Donc vous voyez que c'est quand même limité. Alors, quand il n'y a pas d'enfants, c'est formidable. Façon de parler. Ah, j'adore. C'était tranquille. Dans cette hypothèse de transmission fiscale. Les enfants, c'est la vie, ça je le rappelle aussi. Bon. Alors, une petite chose qu'il faut savoir, c'est que si vous ne faites rien, pas fait de testament, le partenaire a quand même 12 mois pour vivre dans l'appartement. 12 mois. Si l'appartement est loué, on lui rembourse les loyers. Si l'appartement est en propriété, il a le droit d'y vivre 12 mois. Ainsi qu'on doit également lui laisser des meubles. Et après 12 mois, il doit dégager. Est-ce qu'on peut se permettre, on va juste aborder 2 petites secondes, excuse-moi, je te coupe la parole. Ce qu'on nous demande énormément quand vous êtes pacsé et que vous faites un testament, c'est de léguer l'usufruit. Les gens, quand on leur dit, mais vous ne pouvez pas vous léguer tout puisqu'il y a des enfants, votre mari a des enfants d'un premier mariage, les pacsés disent mais c'est pas grave, on s'en fiche, on veut rien, on veut juste pouvoir vivre dans les lieux. Ben, c'est là que le bas blesse, puisque vivre dans les lieux quand vous êtes richissime et que vous avez un énorme patrimoine, Olivier, vous parlez de cette réserve en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Donc quand vous avez plusieurs biens immobiliers, c'est pas un souci. Par contre, quand vous n'avez qu'un seul bien immobilier, léguer l'usufruit à l'autre, même si l'autre ne vend pas la maison avec les nus propriétaires et que le pourcentage a priori de l'usufruit est inférieur à la quotité disponible, il n'en reste pas moins que les enfants au décès sont obligés d'attendre le décès du deuxième qui n'est pas le parent. Et là, ça pose un énorme problème, c'est interdit. Donc dire qu'on peut faire un testament et léguer en usufruit quand on est pacsé, oui, quand on n'a pas d'enfant ou que le patrimoine le permet. Donc on ne peut pas faire une généralité en vous disant que c'est impossible. Par contre, croire à tort, et 80% des pacsés le pensent, que faire un testament en léguant l'usufruit vous permet de rester dans les lieux, c'est une hérésie. Voilà, enfin, c'était important de le signaler puisqu'il n'y a pas de solution à part le mariage. Sauf qu'après, quand vous vous mariez, du coup, vous donnez trop à votre conjoint. Donc il faut créer un nouveau statut juridique entre le mariage et le PACS, ou au moins donner la possibilité au pacsé de rester dans les lieux. Mais c'est vrai que s'il est beaucoup plus jeune, automatiquement, les beaux enfants ne vont pas attendre le décès
de la petite jeunette de 25 ans pour pouvoir hériter de quelque chose. Ou du petit jeune de 20 ans, puisque la société change et évolue, ça n'est pas que dans un seul sens, bien évidemment, mesdames. Vas-y Olivier, tu peux parler de la traçabilité. Bon, je vais en parler, mais tu en as déjà pas mal parlé, donc je n'ai plus grand-chose à dire. Oh, excuse-moi. Non, mais enfin bon, on redit simplement qu'il faut évidemment respecter les pourcentages d'acquisition qui avaient été définis lors de la signature de l'acte notarié d'acquisition, liés notamment aux prêts et aux apports personnels de chacun. Si l'un, finalement, rembourse plus que la quotité qu'il aurait dû payer, il n'aura que ses yeux pour supporter cette tragédie, parce que finalement, lorsque le torchon brûle, il ne pourra rien récupérer. Cependant, une note optimiste, c'est qu'il y a un projet de loi qui va être débattu très prochainement sur la réforme, je crois, des quasi-contrats, et qui prévoit justement de revenir sur cette jurisprudence. Dont acte, on verra, avec le vote de la loi. Enfin, dernière chose, sur les abattements qui ont été vus tout à l'heure, en cas de transmission, comme nous allons avoir probablement, enfin c'est même sûr, un nouveau gouvernement bientôt, il est probable que tous ces abattements-là soient remaniés. Certains candidats, je ne donne pas de nom, ont déjà fait des propositions largement supérieures à ce que nous avons aujourd'hui. On verra, mais soyez prudents. Je pense qu'il faut peut-être attendre un petit peu. Voilà. Nous vous remercions de votre aimable attention. Si vous aviez des questions, j'imagine certainement que oui. Surtout, posez-les bien dans le micro, car nous sommes regardés via Internet, donc on n'entend que les réponses et pas les questions. Nous a-t-on dit tout à l'heure. J'aimerais savoir, dans le cas de l'achat de l'usufruit, est-ce que si on est paxé, et au lieu de donner de l'argent, on peut donner la donation, l'équivalent à la donation que c'est de 80 000 € et quelques, mais sans donner l'argent, simplement que la personne paye le prix de l'usufruit, moins les 80 000 €. L'idée, si je crois comprendre, c'est que lors de l'achat, vous allez donner une somme d'argent, n'est-ce pas, à hauteur de 80 000 € pour qu'il n'y ait pas de droit à payer, et ce qui permettra à la personne d'acheter l'usufruit. C'est ça, madame ? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. On va avoir un problème. Si j'ai compris, vous souhaitez faire, espagnol, vous proposez le schéma qui est le suivant, c'est de donner la somme de 80 000 € en numéraire. Là, il n'y a pas de droit à payer pour les partenaires. Oui. Laquelle somme, même les conjoints, c'est la même chose, et laquelle somme sera réinvestie lors de l'achat de l'usufruit du bien, c'est ça ? Oui, mais c'est pas que la question, c'est que on ne donne pas la somme, c'est-à-dire simplement au lieu de donner l'argent, on dit l'usufruit pour 100 000 €, supposons. Donc, comme il a 80 000 € on peut donner en donation, on dit c'est que la personne qui Oui. va acheter l'usufruit doit me payer ces 20 000 €. Oui, j'ai compris. Oui, donc vous vendez directement l'usufruit, c'est ça ? Oui. C'est possible, mais c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'usufruit s'éteint au décès du vendeur. Ah, De l'usufruit originaire. Vous voyez ? Donc c'est un droit, mais ça peut durer peu de temps. C'est un genre de viager, finalement. d'accord. Donc c'est pas un montage qu'on fait habituellement, ça. D'accord. On achète plutôt une nue propriété, que là ça reste, c'est du dur. D'accord. Et c'est mieux d'acheter, et si on a déjà un bien, est-ce que c'est mieux d'acheter, que les conjoints achètent l'usufruit ou qu'on crée une société civile immobilière? Il n'y a pas de lien entre acheter l'usufruit et SCI. Ça n'a pas de lien. Moi, je ne suis pas un fan de la société civile immobilière dans le cadre purement familial pour la résidence principale. Ça n'a pas d'intérêt. Aucun intérêt. Voilà. Il faut prendre le... Oui, bonjour, enfin bonsoir plutôt. Concernant le démembrement, la première partie, pas le démembrement croisé, vous avez dit que l'usufruitier payait la taxe foncière, la taxe d'habitation, les charges,
une copropriété. Et vous avez dit normalement ou dans la plupart du temps, enfin vous avez mis un bémol, les gros travaux. Oui. Et ce qui m'intéresse, c'est le point d'interrogation sur les gros travaux. Ben, je vais vous répondre. Vous ne l'avez pas abordé, mais c'est sans doute un point litigieux ou délicat. Je ne pouvais pas tout dire non plus. Oui, je sais. C'est pour ça qu'il y a des questions. On va affiner un peu, là. Je sors mes armes. Alors, l'article 606 du Code civil, noté 606. Je vous lis littéralement l'article. Les grosses réparations, donc celles du nu propriétaire, sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi, j'arrive pas à lire, aussi, en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Donc si vous suivez à la lettre l'article 606, finalement, quelles sont les grosses réparations? Il n'y en a pas tellement. Moi, ce que je vois essentiellement, c'est quand on refait un mur complet. Oui. Si vous changez quelques chevrons ou quelques voliges, ce n'est pas le nu propriétaire qui paiera. Des digues, on n'en voit pas souvent. Donc le ravalement et la toiture, c'est à la charge de l'usufruitier. Si c'est la toiture complète, c'est le nu propriétaire. Ah, la toiture complète. Et oui, là, c'est mi-complet. Oui. D'accord. Les voûtes, on ne fait pas souvent de travaux sur les voûtes. C'est le code civil. Par contre, je mettais un tempérament tout à l'heure parce que dans nos actes, on peut très bien prévoir une clause dérogatoire qui précise que la totalité des travaux, y compris les gros travaux de l'article 606, seront à la charge de l'usufruitier. C'est possible. Ah, d'accord. Tout est possible, conventionnellement. Merci. Oui, dans le cadre du prêt familial, est-ce que vous conseilleriez que le parent, par exemple, si c'est lui qui prête de l'argent aux enfants, dans le cas de l'achat des enfants, de prendre des parts dans la SCI? Le souci, c'est qu'après, quand vous achetez votre bien par le biais d'une SCI, que vous êtes propriétaire de parts avec le parent, de toute façon, ne peut avoir des parts que s'il finance quelque chose. Là, il vous prête, donc il ne peut pas être propriétaire des parts au titre du prêt. S'il est ensuite propriétaire des parts pour avoir une garantie et être avec vous dans la boucle, le souci, c'est que quand il décède, les parts, il faut qu'il prévoie un testament pour vous les attribuer à vous, en espérant que ça ne soit pas son seul bien de succession, puisqu'après, si vous avez des frères et sœurs, vous allez vous retrouver avec toute la famille dans la SCI. Donc l'idée, c'est d'être un peu plus individualiste, et je pense que ce n'est peut-être pas une bonne solution de se retrouver finalement en indivision avec d'autres héritiers potentiels. Je pense que vaut mieux que vos parents, s'ils vous prêtaient, il y ait une reconnaissance de dette et que vous soyez redevable d'une somme qu'ils peuvent toujours transformer en donation un jour, mais re-rentrer dans le bien. Nous, on essaie bizarrement, puisque on gagne principalement notre vie à la rédaction des actes, et donc évidemment, si nous étions bien malhonnêtes et qu'on pensait qu'à notre chiffre d'affaires, on vous dirait mais venez tous dans les actes, et après on va refaire des partages, on va faire des ventes, et à chaque fois vous passerez chez nous pour sortir de ces indivisions. Donc on essaie d'imaginer à moindre coût. La finalité de la chose, c'est que vous restiez propriétaire seul, enfin si vous avez les fonds qui vous appartiennent à vous tout seul. Donc après, de mettre vos parents à l'intérieur, de faire des cessions de parts quand ils décèdent au profit de vos frères et sœurs, ou un partage, enfin pour moi c'est compliqué, c'est pas intéressant au bout. D'accord, merci. De rien. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais savoir ce qui se passe en cas de succession, dans le cadre d'une indivision entre deux partenaires qui ne seraient pas mariés et qui auraient, par exemple, des pourcentages de parts différentes. Alors, les pourcentages, peu importe en effet, puisque c'est bien individualisé. Donc, votre succession, c'est tous les biens, et donc ce pourcentage dont vous parlez, à partir du moment où vos héritiers sont vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vos pères et mères, un quart chacun, et vos frères et sœurs pour l'autre moitié. Si vous n'avez qu'un parent survivant, le parent a un quart, les frères et sœurs 3/4. Et si vous décidez qu'il en soit autrement, vous faites un testament au profit donc de votre concubin, 60% de droit, d'une association reconnue d'utilité publique, 0 impôt,
d'un neveu, d'une nièce, d'un frère Alors ou là, d'un je parlais sœur. d'enfants, en fait, dans le cadre d'une famille recomposée. Ah. Donc, en fait, voilà, des enfants, voilà, une indivision et des enfants de Oui, part et vous d'autre. auriez des enfants. Bah là, il n'y a pas de protection pour le concubin, hein. Vous êtes, si les enfants veulent leur part dans votre succession, si vous décédez, ils la réclament et le concubin la donne s'il veut donc acheter l'autre moitié, votre moitié, et qu'il peut, tant mieux. S'il ne peut pas, il est obligé de vendre le bien pour donner la part à vos héritiers. D'accord. Donc, il n'y a pas de donation au dernier vivant dans le Ah non. dans, Enfin, il y aurait, mais 60% d'impôts. Donc, il faut se marier. D'accord. Pardon? Ah non, non, en plus, ça n'existe pas. Enfin, donation dernier vivant, c'est testament, en fait. Bonsoir. Ça, monsieur. Bonsoir. Lorsque deux personnes non mariées décident de créer une SCI en apportant chacun un bien à titre gratuit pour la SCI et la SCI qui comprendrait l'habitation principale également, est-ce que lors de la dissolution de la SCI pour cause de mort d'un associé en accord avec les héritiers s'il avait des enfants, les héritiers peuvent, le partage peut être fait de telle sorte que les héritiers vont obtenir un bien que leurs parents n'avaient pas apporté. Alors, le tout, c'est de se dire que quand il y a décès, il n'y a pas de dissolution de la société. La société se poursuit avec les autres associés d'une part, et avec les héritiers de l'associé décédé, si les statuts ne disent pas autre chose. Mais enfin, je prends le cas général. De ce fait, les associés, les héritiers vont récupérer les parts sociales de leur aïeul, n'est-ce pas, dans la société. Et si on doit dissoudre la société, à ce moment-là, on va faire une réduction de capital et on va attribuer à l'un ou à l'autre des associés l'immeuble qu'ils souhaitent récupérer. Parce qu'il est associé non pas d'un immeuble, mais d'une société. Et l'actif social se compose d'immobilisations qui correspondent aux deux immeubles. Donc on peut effectivement le faire. Maintenant, si on fait ça, et s'il n'a pas de part, il sera obligé de payer une soulte au co-associé, ce qui est normal. Plus de questions, messieurs, dames? Oui, bonsoir. Ah. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez indiqué qu'il n'y avait aucun intérêt à créer une société, une SCI, qui n'a pas de revenus. Oui. Est-ce que dans le cas d'une SCI entre frères et sœurs, ça peut être une bonne chose ou c'est mieux de faire de l'indivision? Je reste sur ce que je disais tout à l'heure. Si vous faites une SCI entre frères et sœurs pour gérer des biens qui vont être loués, pourquoi pas? Parce que bon, Oui. ça va bien fonctionner. En revanche, si c'est un immeuble qui ne sera jamais loué, non, reste en individu. Non, en tant que location immobilière, par contre. Et bien alors, à ce moment-là, faites une SCI. D'accord, c'est mieux que l'indivision, en tout cas au niveau Ah oui, des c'est statuts. plus sûr. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est possible, tout à l'heure, dans le cadre d'un achat avec des quotes-parts différentes en tant que concubin, de prévoir, où les quotes-parts seraient de 30-70, de prévoir dans la partie prêt que ça soit l'inverse, 70-30, de manière à ce que ça fasse 50% à la fin de la durée du prêt, en fait, en considérant que c'est moitié-moitié apport et moitié prêt. Je ne sais pas si... J'essaie de comprendre votre question, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Mais est-ce qu'à la fin, en finale... C'est-à-dire que le bien, ce qui serait financé moitié en apport, en liquidité et moitié en prêt, mais avec des quotes-parts pour l'un et pour l'autre qui seraient inversés au niveau... Oui, vous voulez compenser, madame, Voilà, la différence d'apport par le fait que Ah oui. celui qui n'a pas apporté Pour être à trop, 50-50. il prend plus de prêt, du Voilà. capital. Oui, bien On sûr. ne parle pas de la jouissance du capital, c'est possible. C'est possible, Oui, oui. il faut le stipuler dans l'acte. En fait, sans stipuler le notaire, en effet, va mettre que vous êtes à 50-50 parce qu'il va avoir vérifié les calculs avec vous et il va expliquer dans un paragraphe comment il est arrivé à ce calcul pour pas qu'il y ait de problème. Et puis des fois, on perd un petit peu la mémoire quelques années après. Donc du coup, on prévoit les modalités de remboursement. On explique que l'apport était de temps et que par contre, le prêt sera remboursé 70-30, ce qui fait qu'en finale, vous serez à 50-50. N'oubliez pas non plus dans l'achat à deux, ce qu'on dit
souvent aux clients, quand vous avez des proportions différentes d'acquisition, quand vous faites les travaux, en tant que faire se peut, faites les travaux dans les mêmes proportions. Parce qu'après, quand vous, toujours pareil, vous vous séparez, que vous décédez, il est bien compliqué de retrouver la valeur du bien à la base et de devoir faire des comptes d'apothicaire en disant tu devais payer 70 de la cuisine, de la véranda et de la piscine, tu as payé 50, donc tu me dois tant. Il faut évaluer ce qu'était le profit subsistant, la plus-value ou la dépense, enfin c'est assez complexe. Donc quand on met des proportions, il faut essayer de s'y tenir et pas de faire d'arrangements entre vous. En tout cas, nous, on essaie de vous aider à la fin, mais après on est obligé de lâcher l'affaire et de passer la main à un juge si vous n'arrivez pas à vous entendre sur la répartition du prix. Les aménagements, les travaux, tout. Il faut essayer de tout prévoir, mais on ne peut pas toujours. Mais c'est vrai que quand on sait qu'il va y avoir un coût travaux, il faut les inclure, bien évidemment, aussi dans le financement global pour calculer la proportion. Parce que vous pouvez très bien acheter un bien au départ vraiment 70-30 et savoir qu'il y en a un qui va payer un agrandissement de 100 000. Donc du coup, ça va ramener la quote-part à 50-50 ou 60-40. Donc si on le sait et que c'est prévu comme ça, c'est mieux que de faire après une reconnaissance de dette en disant tu avais 70, mais bon bref, enfin vous imaginez, on s'amuse. Oui, j'ai une question là sur la tontine. Vous avez dit que le conjoint survivant hérite de tout. Donc dans le cadre d'une famille recomposée, quelle est la différence par rapport à la communauté universelle? Oula, famille recomposée avec communauté universelle. Non, la tontine, dans les deux cas, la tontine, dans une communauté universelle, quel est l'héritage des enfants? Vas-y si tu veux, comme modifier. Donc c'est un couple recomposé, des enfants de lits différents. Oui. Ils ont opté pour le régime de la communauté universelle, c'est bien cela? Non, dans le cas de la tontine. Ils ont fait une tontine, donc sont mariés sous le régime légal, n'est-ce pas? Communauté bien réduite aux acquets. Oui. Ils ont acheté un bien sous le régime de la tontine. C'est ça? Oui. Eh bien, si l'aléa existe, c'est-à-dire si les époux ont le même âge, ou à peu près, s'ils ont acquis dans les mêmes proportions, c'est le survivant des deux qui sera réputé propriétaire de l'entièreté de l'immeuble. Donc les enfants de l'un sont déshérités? Oui. Oui. C'est une façon de contourner. Il n'y a pas d'accord des enfants pour la Non. Non. Pas dans cette hypothèse. Enfin, c'est une façon intéressante de contourner la communauté universelle auquel vous n'auriez pas droit avec des enfants de lits différents puisqu'ils ont l'action au retranchement. Par contre, vous ne pouvez, comme le disait Olivier tout à l'heure, jamais vous sortir de la tontine quand vous vous séparez. Il faut être sûr de mourir marié. Il y avait une exonération. Ah, ça marche. Ah oui, alors. Non, il n'y a pas de droit à payer. Si le bien vaut plus de 76 000 €, c'est le régime de la succession qui s'applique. Donc, si c'est un conjoint survivant qui hérite, il n'a pas de droit de succession depuis la loi TEPA de 2007. Par contre, la tontine, on l'a fait très rarement dans cette hypothèse, justement pour ne pas léser la réserve des enfants. On déconseille. La tontine se fait pour des gens qui n'ont pas d'enfants. Vous voyez? Ou entre frères et sœurs. Merci. Bonsoir, j'ai une question concernant l'achat pour investissement dans un cadre marié sans contrat. En fait, cette acquisition qui n'a pas de rapport, qui n'a pas apport, et le remboursement de prêt qui se font seulement sur un seul salaire. Ils sont mariés, Oui, ils sont mariés et pas de contrat. Pas de problème. Donc, dans le cas de divorce, par exemple, comment ça se passe? Il ne se passe rien, c'est que c'est la communauté qui a acheté et les charges de la communauté sont dues par la communauté. Ça fait partie des charges du mariage. D'accord, donc il ne se passe rien. Moitié. Même si, même si quelqu'un n'a rien financé. Oui, je voudrais savoir s'il est possible de réaliser une acquisition immobilière en faisant un démembrement pour réserver l'usufruit pour les parents et la nue propriété pour les enfants, sachant que l'acquisition est faite et financement par les parents et avec un prêt. C'est possible, c'est possible. C'est possible? Oui. Enfin, c'est que les parents qui financent? Oui, c'est que les parents qui financent. Mais il faut que les parents fassent une donation, un don manuel aux enfants avant d'acheter, c'est tout. Donc c'est pas possible. Tout simple. Oui, mais dans le cas d'un prêt, don manuel...
Ah non, s'il y a un prêt Non, à non, c'est 100%? pas possible. Pas à 100%, mais en partie. Ah, vous êtes là. Oui. Non, Cherchez. non, ça marche pas là. D'accord, donc il faut absolument avoir un financement ou un don manuel avant. Il faut que les enfants nus propriétaires achètent effectivement la nue propriété. D'accord. Ou alors que le prêt finance une partie de nue propriété et que les enfants soient capables de rembourser la banque. Bonsoir. En fait, au niveau des frais d'enregistrement, est-ce qu'il y a une différence pour la SCI et pour un appartement en indivision? Non. Non. Et le Enfin, en cas de décès? En cas de quoi? Quand il y a un décès, monsieur? Non, dans l'achat. C'est pareil. C'est pareil? Ouais, ça Et change. le transfert de propriété d'une SCI d'une personne à l'autre de C'est un droit de cession de part de 5%. 5%? Ok. Il y a un monsieur qui lève le doigt depuis tout à l'heure, il est là-bas. Bonsoir. Dans le cas de l'acquisition dans le neuf, que se passe-t-il lors du décès de l'un des deux acquéreurs avant la finalisation totale des versements, avant la livraison même de l'appartement? C'est une bonne question. Alors, il se pourrait, par exemple, que la personne ait souscrit un contrat d'assurance décès invalidité à 100%, n'est-ce pas? Ce qui permet que la banque paye le solde. La compagnie d'assurance paye le solde. Moi, j'ai déjà vu un cas. Un monsieur qui signe une promesse de vente. Il a son prêt, il a son assurance décès invalidité à 100%. Mais juste avant de signer la vente définitive, il meurt. Les héritiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on achète la maison. Ils ont demandé à la compagnie d'assurance de payer le prix. Et c'était en cours d'appel, mais la compagnie d'assurance a payé le prix parce que l'assurance était acquise au moment du décès. Vous voyez? Merci. Belle histoire. C'est une belle histoire. Oh, c'est beau. Voilà, mais c'est la dernière question parce qu'après on va devoir Une petite question. Oui. En fait, quand on est nu propriétaire, est-ce qu'on peut habiter la maison de l'usufruitier s'il part habiter par exemple dans une maison de retraite ou ce genre de choses? Alors le principe, c'est que juridiquement, il faudrait qu'il y ait un bail. Dans le cas des parents, par exemple. Non, mais je sais, mais bon, s'il y a des frères et sœurs, ils peuvent être jaloux, se dire, bon, mon père ou ma mère a consenti un avantage indirect à mon frère ou ma sœur parce que finalement, il était dans la maison sans payer le loyer. Donc ce sera un loyer réduit quand même, parce que le nu propriétaire quand même participe activement, mais enfin, on peut concevoir autrement, faire un bail accommodant, c'est-à-dire un prêt gratuit. Ça, c'est possible aussi. Un prêt gratuit. Le bail accommodant, c'est un prêt gratuit. Des fois, on le fait pour protéger un concubin. Et si on a l'accord des frères et sœurs? Si, c'est bon. Ouais. Oui, il n'y a pas trop de Ouais, risque. c'est pas...